Au Kenya, un rassemblement de l'opposition a dégénéré dans l'ouest du pays. À Homa Bay, des jets de pierres, des bagarres et des agressions ont marqué l'arrivée du convoi. Des violences qui ravivent les tensions politiques à l'approche de la présidentielle de 2027. Football féminin, le Cameroun sacré champion d'Afrique après plusieurs finales perdues. Les Lions indomptables tiennent enfin leur revanche. Le Cameroun a battu le Malawi en finale et décroche pour la première fois de son histoire le titre de champion d'Afrique de football féminin. Bonsoir à tous et bienvenue. Nouvelle étape dans la mise en œuvre de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Réunis les 12 et 13 août 2026 à Genève, les deux pays ont avancé de nouvelles initiatives pour mieux vérifier leurs engagements sur le terrain. Kinshasa a également présenté son plan de désarmement, démobilisation et réintégration des forces démocratiques de libération du Rwanda, ces hommes armés rwandais. Mais surtout, la RDC et le Rwanda vont revoir le document qui organise concrètement leurs opérations. Où en est exactement le processus? Regardez. Il faut repartir du calendrier. Le 31 octobre 2024, un premier cadre est adopté. La RDC doit neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda, groupe armé composé à l'origine d'anciens génocidaires rwandais et aujourd'hui d'hommes armés qui continuent de s'aimer le trouble en RDC. En parallèle, le Rwanda doit désengager ses forces et lever ses mesures dites défensives. À l'époque, le calendrier est précis. Ces opérations doivent être réalisées dans un délai de 3 mois. Mais, près de 11 mois plus tard, le 17 et 18 septembre 2025, Kinshasa et Kigali négocient encore un ordre opérationnel pour traduire ce cadre en action concrète. Sa mise en œuvre devait commencer le 1er octobre 2025. Puis, pendant près de 10 mois, le dossier avance difficilement. Le 28 juillet 2026, Kinshasa annonce qu'une faction des forces démocratiques pour la libération de Rwanda a accepté un protocole de désarmement, démobilisation et cantonnement. Et cette semaine, la RDC présente son plan de désarmement et de réintégration. Mais une divergence demeure. Le Rwanda rejette le principe d'un désarmement négocié avec les FDLR et insiste sur leur neutralisation, tel que prévu dans les engagements de Washington. Et plus de 10 mois après le début prévu de l'ordre opérationnel, les moyens de vérifier concrètement les engagements sont toujours en construction. Prochaine étape, le 15 et 16 septembre 2026 à Genève. Puis en octobre 2026, une conférence doit produire un ordre opérationnel révisé. Autrement dit, près de 2 ans après le premier cadre et plus de 10 mois après le début prévu des opérations, il faut encore revoir la manière de les conclure et de vérifier leur exécution. Au Kenya, des violences ont éclaté ce dimanche 16 août 2026 à Homa Bay, dans l'ouest du Kenya, où se tenait un rassemblement de l'opposition. Le sénateur de Nairobi, Edwin Sifuna, a fait le déplacement ainsi que d'autres députés sous la bannière du mouvement Linda Mwananchi, mouvement qui vise à rassembler la jeunesse et rallier les mécontents du gouvernement de William Ruto en amont du scrutin présidentiel d'août 2027. Le président, très contesté, a fait savoir qu'il serait candidat à sa réélection. L'opposition tente de se mobiliser, mais ces derniers mois, les actes de violence se sont multipliés lors d'événements politiques. Un climat qui inquiète à moins d'un an d'élection. Dans l'ouest du Kenya, le convoi de l'opposition a essuyé des jets de pierre. Il a dû naviguer entre des barrages routiers, mais il est parvenu à entrer dans Homa Bay en fin de journée. La presse kenyane décrit une ville théâtre des scènes de chaos en amont, même du rassemblement. Dès le matin du 16 août, des routes ont été bloquées, des hommes armés de bâtons et des machettes circulaient dans les rues. Certains ont agressé des passants, leur arrachant des objets de valeur, selon l'AFP qui indique que
2 de ces journalistes ont été violemment attaqués. La police a annoncé avoir arrêté la veille du rassemblement 15 personnes en possession d'armes, soupçonnées d'être des criminels recrutés pour perturber des activités politiques. Opposition et société civile dénoncent depuis plusieurs mois un climat politique de plus en plus violent, et notamment l'utilisation des goons, des hommes de main qui sèment le trouble lors des rassemblements. Une élection partielle mi-juillet a notamment été marquée par des actes de violence selon Amnesty International. Selon Amnesty International, les événements du dimanche représentent une menace grave pour les droits et libertés garantis par la Constitution kenyane. L'ONG s'en inquiète à l'approche des élections de 2027 et appelle à une enquête. Le décompte des voix se poursuit en Zambie après les élections générales du jeudi 13 août, dans le cadre desquelles le président sortant Hakainde Hichilema brigue un second mandat à la présidence. En attendant l'annonce des résultats finaux, les observateurs internationaux qui ont supervisé le vote ont livré leurs premières conclusions. Alors que les élections générales du jeudi 13 août se sont globalement déroulées dans le calme, même si la police tient la mort des responsables de partis politiques qui surveillent le déroulement du vote, les résultats des différents scrutins sont annoncés au compte-gouttes, circonscription par circonscription, par la commission électorale. Dans l'attente des résultats finaux, les missions internationales d'observation du processus électoral ont, elles, livré leurs premières conclusions, relevant plusieurs points de préoccupation. Si elles relèvent que les électeurs ont eu un véritable choix entre plusieurs options à l'occasion de ces élections, la mission de l'Union européenne constate cependant que des changements de règles tardifs et une incertitude juridique et des conditions de campagne inégales ont déséquilibré les règles du jeu. En outre, la journée du vendredi 14 août, au cours de laquelle la commission électorale a décidé de suspendre pendant plusieurs heures ses opérations en invoquant des violences contre ses agents et le vol de bulletins, continue, elle, de faire couler beaucoup d'encre. Pour les observateurs de la communauté de développement de l'Afrique australe, elle provoque ainsi de l'incertitude et de l'inquiétude. Sur ce point, la mission de l'Union européenne demande à ce que les données par bureau de vote soient rendues publiques afin de rétablir la transparence. Dans leur ensemble, les observateurs lancent enfin un appel au calme et à la retenue aux différents candidats et à leur parti, alors que dans les vidéos, l'opposant brillant Mundoubil a déjà revendiqué la victoire à la présidentielle sans tenir compte du fait que le décompte des voix se poursuit. Il accuse par ailleurs l'armée d'avoir mené un raid chez lui. Depuis la crise de Ceuta, Rabat réclame le retour de l'ensemble des mineurs marocains non accompagnés présents en Espagne. Ils sont nombreux à se trouver actuellement dans l'enclave espagnole depuis la dernière crise migratoire. Ils se baladent en petits groupes le long de la côte et font passer les journées entre baignades et repos à l'ombre des arbres. Les mineurs marocains arrivés à Ceuta espèrent encore rejoindre l'Europe et ne souhaitent pas revenir au Maroc. C'est le cas de Bilal, 17 ans. « Je veux rester ici à Ceuta ou en Europe. Il n'y a rien au Maroc. Je n'ai pas d'avenir là-bas. » Certains ont trouvé une place en centre d'hébergement, d'autres dorment dans la rue, peut-être un millier. Tous les soirs, ils se retrouvent sur la playa del Trampolé avec des autres exilés venus de toute l'Afrique et du Moyen-Orient. Ici, les grandes ONG distribuent des sandwichs et pourvoient des soins de base, mais les besoins sont énormes. Nous pensons qu'il reste à Ceuta plus de 7 000, 8 000, 10 000 personnes. Nous ne pouvons pas le savoir parce qu'ils ne sont pas enregistrés, indique Julien Rodriguez, médecin bénévole. Des cabanes de fortune ont été construites avec des cartons et des morceaux de bois sur la plage. De longues queues se forment devant les équipes médicales. Elles traitent des blessures, des maladies de peau, les problèmes respiratoires. En sport, pour finir, favori dans cette affiche inédite, les Camerounais se sont largement imposés en finale de la CAN en battant les Malawites 3-0 dimanche 16 août au stade Moulay El Hassan de Rabat. Dans une rencontre à sens unique, elles ont fait la différence grâce à un doublé de Marie Ngamanga et une réalisation de Naomi Eto'o.
Le Cameroun est enfin couronné après avoir échoué la dernière marche en 2004, 2014 et 2016. Les Lions indomptables ne sont plus maudites et peuvent s'asseoir sur le trône d'Afrique. Très attendus face à des Malawites novices à ce stade de la compétition, les Camerounais ont fait parler leur expérience pour faire respecter la hiérarchie. Des attaques placées pour les Lions contre des transitions pour les Scorchers. Tel était le plan du jeu de départ des deux équipes. Malgré un bon début de match, grâce notamment à la connexion des sœurs Chawinga, le Malawi a vite déjoué. Juste après la bonne sortie de Mikaeli Biina dans les pieds de Temwa Chawinga, les Camerounais se sont réveillés et Ngamanga a ouvert le score à la 20e minute. Sur un centre venu de la droite, le cuir est revenu sur Mendoa au second poteau qui a placé sa tête sur la traversale avant que la gardienne malawite Sikelo rate son intervention qui a permis à Ngamanga de reprendre le ballon et de marquer à bout portant 1-0. Les Scorchers ont commencé à sérieusement reculer, ce qui a permis à Eto'o de doubler la mise sur corner en tournant autour du ballon en pivot avant de tromper Sekelo d'une frappe décroisée. Un geste d'attaquante qui a mis le Cameroun sur orbite juste avant la pause. Sekelo a eu la mauvaise idée de rater sa sortie. Eto'o en a alors profité pour centrer sa tête de Ngamanga qui ne s'est pas fait prier pour marquer un doublé dans un but déserté par la défense malawite. En seconde période, le Malawi est resté impuissant malgré une situation de Temwa Chawinga qui n'a pas pu cadrer en pivot. En face, le Cameroun, avec seulement 2 buts encaissés dans cette CAN, a démontré tout son talent défensif, serrant les lignes à chaque incursion des Scorchers. Les Lions indomptables auraient même pu alourdir encore un peu plus la marque sans un incroyable raté de Ngamanga passé à côté du triple, alors que Eto'o a buté sur Sekelo pour une fois décisif. Qu'importe, les Camerounais souvent bien placés, jamais vainqueurs lors des éditions précédentes de la CAN, deviennent champions d'Afrique pour la première fois de l'histoire et peuvent désormais regagner le continent. C'est sur cette victoire des Camerounaises que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tadinfo, c'est l'actualité en continu.